bonsoir, c'est l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin. Bonsoir. Alors, vous êtes député bruxellois défi, vous êtes aussi conseiller communal à la ville de Bruxelles. Mais tout d'abord, ce qui s'est passé dans le courant de l'après-midi à la commission d'enquête SAMU Social avec ce mail envoyé par le président de la SBL du SAMU Social, envoyé à ses équipes demandant d'enquêter sur les mœurs, sur les convictions d'un député, Alain Marron, l'écolo, et de 2 journalistes. Quelle est votre réaction? C'est gravissime. Honnêtement, c'est tout à fait inacceptable. Et donc, voilà, c'est ce genre de pratiques qui doivent cesser. C'est ce genre d'éléments qui doivent, sur lequel la commission d'enquête doit pouvoir faire la lumière et donc travailler sereinement. Mais plus généralement, ce qu'on commence à constater sur la question du SAMU social, c'est qu'il y avait un véritable système, en réalité, mis en place, notamment à la ville de Bruxelles. On voit les liens avec le CPS, on voit les liens avec le marché matinal. Et donc, on peut quand même tout doucement commencer à se demander jusqu'où le MR a été complice du PS à la ville de Bruxelles sur la gestion du SAMU social, jusqu'où le MR a, au marché matinal, au CPS, participé à ce système SAMU social, et si, à un moment, le MR ne va pas devoir se poser la question de jusqu'où il va continuer à être le produit blanc du PS à la ville de Bruxelles et accepter ce genre de système au sein de la majorité PS-MR de la ville de Bruxelles. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est le rôle du MR, non, pas du tout le rôle du PS. Les deux, mais le rôle du PS commence à être de plus en plus établi, mais ce qui commence à être établi, c'est ce système au sein de la ville de Bruxelles. Et donc voilà, les faits qui sont là sont gravissimes. La commission d'enquête fait tous les jours la lumière sur de nouveaux éléments qui sont tout à fait inacceptables, mais qui démontrent aussi le lien structurel entre le SAMU social et la ville de Bruxelles, et donc avec la majorité PSMR. Est-ce qu'on a une idée sur depuis combien de temps ce système fonctionnait à la ville de Bruxelles? Non, mais on voit que ça date sans doute d'il y a longtemps, que c'est un système, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des liens ici qui sont et qui impliquent la majorité actuelle. Alors, prenons un peu un hélicoptère et parlons de la crise dans les gouvernements francophones. Et on se demande où se trouve Défi aujourd'hui dans les négociations sur la gouvernance. Ça vous tient beaucoup à cœur, la gouvernance, on va en parler. Et vous n'êtes pas dans ces négociations entre écolo, MR et CDH. Parce que notre président travaille, je ne suis pas informé de l'état de ces négociations, je vois juste qu'il travaille en bilatéral, mais plus généralement, là aussi, Défi travaille au sein du gouvernement bruxellois. On voit les réformes qui sont portées par Didier Gauzoin et par Cécile Gedogne. On voit que le Parlement travaille. Et c'est notre responsabilité première, c'est de continuer à travailler dans l'intérêt des Bruxellois. Nous, pour l'instant, il y a des négociations qui sont en cours, mais notre responsabilité politique, c'est de faire fonctionner les institutions pour continuer à gérer dans l'intérêt des Bruxellois et à faire avancer les réformes nécessaires aux intérêts des Bruxellois. Mais bon, continuer à fonctionner, oui, certainement, et vous n'êtes pas les seuls. Hein. Tout à fait. Apparemment, tout le monde au gouvernement bruxellois fait fonctionner, même le CDH. Mais quand même, le CDH, en débranchant la prise, a créé quand même une situation particulière. Donc comment on va s'en sortir? Est-ce que vous en sortez en disant, nous, on ne négocie pas avec tout le monde? Ça n'est pas vrai. Il y a des contacts, je l'ai dit, bilatéraux entre notre président et d'autres formations politiques. C'est peut-être pour l'instant un peu moins médiatique, mais il y a un travail qui est fait. Et après ça, ce qui nous intéresse, comme je dis, c'est d'abord d'avoir le sens de responsabilité, faire travailler le fonctionnement des institutions, et ensuite, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est un jeu politique qui sert simplement à maintenir ou à faire en sorte que certains restent au pouvoir. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est de dire, OK, puisqu'il y a apparemment un problème, travaillons, négocions politiquement, mais d'abord sur l'éthique, sur la gouvernance, sur de nouvelles règles et sur un nouveau fonctionnement. Vous avez quand même une drôle de manière de négocier. Excusez-moi, mais non, vous n'êtes pas à la table. On n'est pas. Il y a des contacts bilatéraux, je ne sais pas le dire autrement, entre notre président et l'ensemble, pour l'instant, des formations politiques. Et donc voilà, il y a des contacts. Moi, je n'ai pas de teneur de ce qu'il y a dans ces discussions. Il y a un travail et il y a un refus, en tout cas, d'un jeu politique et médiatique. Il y a d'abord un travail de responsabilité politique à faire au sein du gouvernement. Ensuite, il y a un travail d'abord à mener sur la gouvernance pour changer les pratiques et les mœurs politiques qui ont mené à cette situation. Il y a quand même une critique aussi qui revient sur votre manière, effectivement, de négocier, un peu particulière, comme vous l'avez expliqué. On dit, en fait, c'est parce que vous êtes scotché au PS. Et ce qui vous arrange, c'est de ne rien changer à Bruxelles et de rester avec le PS. Et puis même peut-être d'avoir un job de ministre-président pour Défi. Absolument pas. Donc notre priorité, c'est de changer justement la gouvernance, les règles éthiques. Nous avons mis en place un cahier de revendications, un cahier de charges complet. Et nous disons simplement qu'aujourd'hui, les 3 partis de pouvoir, PS, MR, CDH, ne sont pas dans une situation de pouvoir gouverner
de bien gouverner et de respecter les règles éthiques. Et donc nous demandons qu'il y ait un changement dans les pratiques politiques de ces partis de pouvoir. Après, nous verrons selon quel programme et avec qui on peut discuter. Mais ce que nous voulons, c'est un changement de pratique. Nous ne sommes scotchés ni au PS, ni à quel autre parti. Nous sommes démocratiques, fédéralistes, indépendants, et nous ne sommes certainement scotchés qu'à nos principes et à notre intérêt pour la gestion publique. Alors parlons de gouvernance, et de gouvernance chez Défi. Qu'est-ce que vous faites à propos de transparence? Parce qu'il y a beaucoup d'exigences vis-à-vis des autres partis, mais il faut aussi nettoyer les écuries chez soi-même aussi. Alors je vais prendre un cas. Il y a un député chez Défi qui a vu son immunité levée, il était même inculpé, c'est Christian Van Eycken. C'est au Parlement flamand, mais c'est quand même un élu Défi. Qu'avez-vous fait dans ce cas-là? Il a immédiatement été suspendu du parti. Il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation par rapport à ça. Et donc, il est très clairement, par exemple, il était vice-président périphérie, il n'est plus, c'est aujourd'hui Sophie Rohani. Et donc, il y a eu une réaction très claire. Et donc, nous sommes très clairs. Et il y a une demande, et notamment, cette réflexion part peut-être aussi de ce cas-là, il y a une demande très claire chez Défi de dire, nous devons trouver un statut pour les politiques, une méthode de mettre sans doute provisoirement ou définitivement un certain nombre de personnes en congé de leur mandat quand il y a une inculpation. Et donc, c'est une demande très claire. Vous allez le faire avec Christian Van Eycken? Aujourd'hui, il est suspendu, mais il est toujours député indépendant. Ah oui, mais c'est le souci. C'est pour ça que nous disons qu'il faut effectivement trouver un statut, une solution pour les mandataires inculpés. Et pour le reste, nous avons directement pris les mesures nécessaires par rapport à M. Van Eycken. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous allez le faire vous-même déjà au sein de Défi, de suspendre, par exemple, le traitement? Aujourd'hui, on ne s'est pas obligé, malheureusement, un parlementaire. Il n'a aucun traitement de défi, il a son traitement de parlementaire. Nous demandons qu'il y ait justement une solution. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Nous avons pris notre disposition vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du parti où il a été clairement directement suspendu. Très bien. Alors, il y a aussi au sein de Défi un cadastre qui a été établi. On a demandé à chaque élu ses rémunérations et ses mandats. Et vous, dans votre cas, en plus d'être conseiller communal, vous aviez peut-être un mandat d'administrateur au Mont-de-Piété. Hein, c'est ça. Et c'était rémunéré. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti? Vous allez le garder? D'abord, rappeler ça. Défi a été le premier parti à directement dire nous appliquons à nous-mêmes la transparence et nous avons fait ce cadastre avec tous nos mandataires, nous l'avons publié sur notre site internet. Aucun autre parti à l'heure actuelle n'a fait cet exercice de transparence. Nous l'avons directement fait. Dans mon cas personnel, par rapport au Mont-de-Piété, j'avais effectivement un jeton de présence du conseil communal, donc pas de rémunération excessive, mais j'ai démissionné du Mont-de-Piété. Pourquoi? Parce que j'entendais la demande d'un certain nombre de personnes de dire est-ce qu'il est utile d'avoir plusieurs mandats rémunérés? Et donc voilà, j'ai fait ce choix-là. J'ai toujours travaillé, tout le monde reconnaît mon travail, j'étais extrêmement présent à tous les conseils d'administration, je m'impliquais énormément dans la gestion de cette institution qui me tient énormément à cœur, mais j'ai considéré qu'effectivement, il était peut-être plus audible aujourd'hui pour un certain nombre de personnes que je continue à exercer ce mandat. Et donc j'ai démissionné de ce mandat au Mont-de-Piété, mais comme je le dis, c'était le jeton de présence du conseil communal. Alors, un élément qui se retrouve dans bon nombre de partis, c'est la dynastie familiale. Alors, vous êtes Minguin Junior, à Scarbeck, c'est Claire Failly Junior, à Boisfort, il y a Païfa Junior, etc., etc. Ça existe dans d'autres partis aussi. Mais est-ce que ce n'est pas une pratique politique à changer aussi, de ces dynasties? Ce qui importe, c'est de savoir s'il y a du favoritisme ou non. Chez moi, il n'y en a clairement pas. Je peux le dire, par exemple, je ne suis pas, parce que je suis son fils, informé de ce qu'a fait le président dans ses négociations. Moi, j'ai à chaque fois été élu, notamment en fin de liste. Je n'ai pas été passé par la suppléance ou été mis en case utile. Je n'ai pas de favoritisme. Je travaille, je demande à être jugé sur mon travail. J'entends, et je vais être très honnête, je sais bien que mon nom, effectivement, m'a aidé sans doute à avoir une notoriété. C'est logique, je comprends, moi j'accepte cela. Je dis simplement, il n'y a pas de pratique de favoritisme qui m'ont été accordées. Je travaille, j'ai été élu, et je demande aux citoyens de me juger simplement, comme tout élu, qu'il me juge sur mon travail. Alors sur Bruxelles, parce que conseiller communal à Bruxelles, que doit devenir le cirque royal qui est englué pour l'instant dans une bataille juridique? Mais c'était le risque. Nous avions mis en garde la majorité, nous avions dit attention, en vous positionnant comme opérateur, vous risquez de mettre à mal les lieux et la politique culturelle bruxelloise. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ça qui est important dans ce conflit finalement juridique sur la question du cirque royal, c'est qu'effectivement, c'est la programmation de l'ensemble des salles gérées par Brussels Expo qui est en baisse. Et donc, c'est un appauvrissement de l'offre événementielle musicale à Bruxelles. Et ça, par contre, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il faut peut-être que la ville et sa majorité réfléchissent à savoir si c'est son rôle de devenir un opérateur. Gérer des salles, c'est une chose. Devenir un opérateur est sans doute un risque
trop grand qui risque finalement de desservir. Le but, c'est quoi? C'était d'offrir à Bruxelles une vraie offre musicale et événementielle. Aujourd'hui, force est de constater que depuis que le Brussels Expo a pris cette espèce de mainmise sur les lieux, il y a Palais 12, il y a Palais 12, Madeleine. il y a la Madeleine, il y a le Cirque Royal, Ouais. l'offre musicale dans ces lieux est extrêmement faible et j'en suis fortement inquiet. Donc la ville devrait laisser tomber. Je crois qu'en tout cette cas, la ville activité. doit revoir sa manière dont elle gère et ce positionnement et réfléchir clairement à savoir si c'est son rôle ou non de se positionner comme opérateur événementiel musical. Alors le collège de la ville, il y a quelques jours, a revu les structures et les mandats liés à Bruxelles. C'est une satisfaction, hein, apparemment, pour même l'opposition. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que la ville va faire de ces 500 000 euros qui, tout d'un coup, vont être économisés? D'abord, c'est un premier pas sur le long chemin de la pénitence pour le PS et le MR. Et clairement, c'est insuffisant. Il y a un effort qui a été fait, mais on est loin d'une révolution éthique. Nous continuons à demander, par exemple, l'application du principe simple qu'est la non-rémunération des mandats dérivés. Ça n'est toujours pas le cas. Et les mesures qui sont là aujourd'hui ne permettent pas, demain, d'être certains d'éviter de reconnaître des cas comme on l'a eu avec Mme Peretta ou avec M. Bourtois. Et donc, nous ne sommes pas satisfaits de la réforme telle qu'elle est là. C'est un premier pas, mais ça va passer. Sur l'argent, il faudra voir maintenant la réalité. Ce sont aussi des ASBL. Il faut que tout ça se mette en place. Et donc, on verra au prochain contrôle budgétaire si on peut faire des choses positives avec cet argent. Merci Fabien Minguin. Je vous en prie. Demain, dans l'interview, je recevrai Zoé Genot. D'ici là, bonne soirée à tous.